Bonjour à tous, bonjour Tamsin. Bonjour. Merci d'intervenir aujourd'hui avec nous. Sodexo est client de Cornerstone depuis maintenant un peu plus de 8 ans, sur la partie notamment performance, learning et succession. Et ce qui nous intéresse plus particulièrement aujourd'hui, vous l'avez compris, c'est la façon dont vous gérez la formation pour vos 460 000 collaborateurs dans le groupe, dans un contexte d'évolution de vos métiers. Vous avez vous-même un parcours international et une expérience très riche. Pouvez-vous, dans un premier temps, nous en donner un peu plus de détails sur votre parcours? Oui, bonjour tout le monde. Donc d'abord, mes excuses, je suis anglaise. Donc s'il y a des fautes de français, c'est normal, voilà. Donc comme le dit Olivier, je suis anglaise d'origine. J'ai travaillé dans plusieurs pays à l'échelle d'un pays, d'une région et globale. Et donc à chaque fois dans des contextes de transformation, de mise en place, de construction, ce qui est quand même très important pour nous dans notre histoire de learning. Et donc dans des secteurs différents, que ce soit finance, technologie, telco et aujourd'hui chez Sodexo. Donc très divers, très variés, mais je suis aussi un boomerang, comme je le dis. J'étais chez Sodexo, j'ai quitté Sodexo pour d'autres aventures et je suis revenue à l'entreprise, donc qui est quand même témoignage de la force des valeurs et l'intérêt, la complexité que peut apporter Sodexo. Donc voilà. Très bien, merci Tamsin. Donc tout le monde connaît au moins le nom Sodexo, mais je pense que peu de gens savent exactement ce que vous faites concrètement. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus, Tamsin, sur la société Sodexo et ce que vous faites? Alors on a 20 minutes, c'est ça? Bon, en bref alors, donc Sodexo aujourd'hui, c'est 72 pays partout dans le monde. On est plus de 460 000 collaborateurs, plus de 100 métiers. Donc c'est quand même une diversité énorme dans ce qu'on fait quotidiennement. Mais on est tous unis quand même par un envie d'améliorer la qualité de vie de nos clients, de nos consommateurs, et aussi les environnements dans lesquels on est présent. Donc ce qui est très important, c'est vraiment ce cercle vertueux. Donc, on a 3 grosses activités, 3 piliers clés de l'activité Sodexo. La première, qui est pour certains le plus connu, qui est On-Site Services. Donc là, je pense pour la plupart, vous connaissez peut-être Sodexo du restaurant d'interentreprise. Donc ça, c'est le plus connu, ou des écoles, les cantines d'écoles. Donc ça, c'est le classique. Mais quand même, cette activité est énorme. On a des bases vies jusqu'aux hôpitaux, jusqu'aux entreprises, des prisons. Et en termes de services, ce n'est pas que la nourriture, qui est quand même notre cœur de métier, mais aussi le ménage, maintenance technique, sécurité, etc., etc. Donc très riche, très varié. La deuxième activité qui est aussi très connue en France, et c'est connu par le passé comme les chèques restaurants. Voilà, il y en a beaucoup qui sourient, vous les avez eus, j'en suis sûre, des choses papier, voilà. Mais une activité en évolution, très impactée par le digital et aussi par une envie d'accompagner les employés pour créer vraiment une proposition de valeur et pour les aider à engager leurs collaborateurs. Donc ce n'est plus que les chèques restaurants, de ce qu'on a pu connaître, mais c'est vraiment des avantages qui permettent de motiver et d'engager les collaborateurs. Donc ça, c'est la deuxième axe. Et la dernière, c'est services aux particuliers et à domicile. Donc c'est le plus petit des activités, mais en forte croissance. Et donc là, on se retrouve avec les crèches qu'on peut avoir en entreprise, mais aussi l'aide au domicile. Donc on a une population qui vieillit, donc c'est normal. Donc comment est-ce qu'on peut les aider, leur soutenir en termes de qualité de vie aussi, mais chez eux. Donc ça, c'est la troisième activité qui est un des plus récents dans le groupe. Voilà, et tout ça depuis l'origine de Sodexo, vraiment avec cette envie d'améliorer la qualité de vie de nos employés, de nos clients, de nos consommateurs et aussi dans l'environnement dans lequel on travaille. Donc ça, c'est très important pour nous et vraiment est clé dans les décisions qu'on prend stratégiquement. Merci. Et tout cela, c'est vraiment possible chez vous en ayant une vraie symétrie des attentes clients et collaborateurs. Forcément, hein, et pour nous, c'est quelque chose qui est central à ce qu'on fait en termes de formation, parce que nos services, c'est nos hommes et nos femmes, donc c'est leurs compétences, c'est leurs valeurs, c'est la culture de l'entreprise. Donc nous, on a quand même un rôle très important à jouer pour assurer l'expérience client-consommateur, donc et la qualité de vie dont on parle. Merci Tamsin pour ces précisions. D'un point de vue L&D, avec 460 000 collaborateurs, cela doit représenter un très gros volume de formation pour vous.
Oui, donc l'année dernière, on était presque à 6 millions d'heures de formation. Et encore, ça, c'est les 6 millions qu'on on a pu suivre. On est sûr qu'il y en a encore que 6 millions, mais ça, on l'a suivi. Donc, 6 millions, plus de 13 heures de formation en moyenne par collaborateur, mais aussi avec un turnover important qui est normal dans le secteur. Donc, comme vous le voyez là, on a formé plus de 469 000 collaborateurs, plus que le nombre total de collaborateurs chez nous. Donc, on a aussi cette challenge de volume, de continuité, d'intégration de collaborateurs qui est important. Et donc, pour cela, donc moi j'ai rejoint Sodexo en 2016 et là on n'avait pas d'approche globale, on n'avait pas vraiment une stratégie de formation. On avait bien sûr des offres de formation très ancrées au niveau régional, mais sans cette stratégie. Donc nous, pour ces 5 800 000, j'ai du mal, heures de formation, nous, en termes de l'équipe formation globale, on a 4 axes de priorité. La première, c'est que aujourd'hui, comme nous tous, quand on est à la maison, on a besoin d'apprendre quelque chose sur le pouce, on sort nos téléphones. Moi, ce week-end, c'était pour faire des rideaux. C'était pas facile, mais YouTube m'a bien aidé, voilà. Mais donc, on a tous envie d'avoir ce dont on a besoin au moment propice, voilà, et entre nos mains. Alors, nos collaborateurs, ce sont nos consommateurs, c'est la même chose. Donc, il faut qu'on assure qu'on leur donne en libre service, en digital, avec une approche beaucoup plus moderne, ce dont ils ont besoin au moment venu. Donc, premier axe pour nous, sur lequel on travaille beaucoup, c'est cet accès libre service à une espèce de librairie de learning très moderne. Voilà. Deuxièmement, on a un rôle très important car la fonction accompagne des dirigeants jusqu'aux employés de site. Donc vraiment l'ensemble des collaborateurs. Donc on a un rôle d'accompagner la culture, mais aussi la stratégie de l'entreprise, stratégie de croissance. Donc comment est-ce qu'une entreprise de 460 000 peut maintenir notre ADN comme une entreprise de croissance, une ascenseur social, mais avec des valeurs très fortes. Donc ça, c'est le deuxième axe, c'est cette partie de culture et stratégie. Troisièmement, vous l'avez vu, on a plus de 100 métiers. Donc plus de 100 métiers, comment est-ce qu'on assure qu'on a une continuité de service, de qualité, que nos site managers, nos gérants de site partout dans le monde, ils comprennent ce qu'on attend d'eux et ils ont tout ce qu'il leur faut pour apporter le code qualité. Donc là, on a nos académies, qui soient par famille d'emploi ou gamme de services, donc sales, gérant de site, facilities management, donc je vais parler franglais, c'est beaucoup plus facile, voilà. Et dernier axe, et c'est le challenge qu'on a tous, c'est l'efficacité. Pour moi, c'est l'efficacité pour faire plus. C'est pas pour faire la même chose avec moins, mais quand je regarde notre portfolio global, on a tellement de duplications. Je prends une région comme exemple. En Asie-Pacifique, on a 6 versions de coaching. Alors, coaching, c'est coaching quand même. Il n'y a pas 15 000 façons différentes de le faire. Donc là, on a vraiment une opportunité de créer des standards chez nous et aussi, et on va en parler, mais d'assurer que l'approche de learning qu'on prend représente la diversité de nos métiers et de nos employés. Parce que là, c'est très important. Donc ça, c'est les 4 axes pour assurer quand même qu'on a des collaborateurs prêts pour aujourd'hui, pour demain, pour délivrer les services et la croissance de l'entreprise. D'accord. Merci Tamsine. L'approche formation évolue. On observe depuis plusieurs années une consumérisation du numérique avec des plateformes que tout le monde utilise au quotidien et qui sont faciles d'accès. Je pense notamment aux plateformes d'e-commerce ou de vidéos en streaming, etc. Donc les collaborateurs aujourd'hui s'attendent donc à retrouver le même type d'environnement en entreprise pour le service formation. Cela implique beaucoup de changements, non, chez vous? Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Ouais, en tout cas chez nous, ça demande une grosse évolution, parce que je pense qu'il y a 10 ans, le rôle de la formation, on attendait les objectifs corporate, voilà, on définissait des programmes, on nominait qui participait, qui ne participait pas, et puis on faisait toute la partie logistique et l'évaluation, bien sûr, par la suite. Donc ça, c'est la chaîne de contrôle complète qu'on avait la fonction. Aujourd'hui, on ne peut plus opérer de la même manière. On ne peut pas opérer d'une manière de contrôle, mais beaucoup plus de curation, de facilitation, de ouverture d'accès pour les gens. Et donc, on prend les problématiques business et puis on les décline, bien sûr, en objectif learning. Mais avec cela, il faut qu'on comprenne nos publics et leurs besoins. Donc,
il faut vraiment segmenter et comprendre l'utilisateur. Quelles sont les contraintes de son quotidien? Chez nous, par exemple, on a beaucoup d'employés qui n'ont pas un accès au réseau Sodexo, qui ne sont pas sur nos réseaux, qui n'ont peut-être pas une salle de formation. Il y a tellement de contraintes, donc il faut qu'on comprenne qui ils sont et comment répondre à leurs besoins. Et donc ça demande, pour une seule problématique business, on peut avoir plusieurs réponses selon le personnage auquel on répond. Donc ça demande un énorme changement, hein. Ça demande que tout soit accessible, en continu, en self-serve, à la demande, parce que notre gérant de site, il aura peut-être 5 minutes entre deux interventions, entre le client, ses équipes. Ces 5 minutes-là, ils sont précieux et il faut qu'on soit capable de les utiliser. Voilà. Il faut aussi qu'on leverage la richesse de ces 460 000 collaborateurs. Ils ont tellement de connaissances, de talents. Comment est-ce qu'on crée des contextes qu'on avait par le passé toujours dans les lieux de formation présentiels, mais comment est-ce qu'on crée les mêmes conditions de partage et de learning plus social entre les équipes? Et comme tout le monde, je pense qu'on ne peut plus parler de l'innovation comme plateforme web pour le learning, c'est le must, on n'a pas de choix, il faut que tout soit digital by design d'un point de départ. Donc pour nous c'est important et ça impacte aussi tout le processus de design, les outils qu'on choisisse, donc vraiment de A à Z, et puis les rôles classiques en learning évoluent. Donc ce qui était le designer pédagogique par le passé, il a peut-être un rôle maintenant de coach à jouer avec des experts internes. Donc ça change quand même les rôles des équipes aussi. Tout à fait. Dans ce contexte, c'est un vrai challenge de former vos équipes, avec notamment une organisation matricielle mondiale, avec un impératif de cohérence du niveau des services, avec une diversité à la fois générationnelle, mais aussi en termes de nationalité au sein de Sodexo. Il y a donc un réel besoin quotidien de formation, avec l'accueil de nouveaux salariés, une formation des équipes existantes, à des nouvelles normes, des nouvelles offres, avec tout ce qu'on sait sur le niveau de compliance attendu. On a une vraie consumérisation de la formation et un rôle critique, notamment des gérants de site, comme vous l'avez mentionné un petit peu plus tôt, à l'échelle locale, et avec, aujourd'hui, de surcroît chez vous, une forte population de col bleu, non? N'est-ce pas? Oui. Donc, à peu près 60% de nos salariés sont quand même les employés sur site qui sont payés le SMIC équivalent. Et donc là, notre relais, parce que comme je vous l'ai dit, ils n'ont pas un accès Sodexo, ils n'ont pas un ordinateur, ils n'ont pas tout ça. Donc le point de connexion avec l'entreprise, c'est le gérant de site. Et donc ce gérant a un rôle incroyable à jouer. Il est gestionnaire de son propre business. C'est l'interface avec le corporate, c'est l'interface avec le client, le consommateur, mais aussi les employés de site. Et donc jusque-là, ça a toujours été le personnage sur lequel on s'appuie pour former nos employés de site. Donc, et on le sait très bien, et je renforce très souvent que le rôle de formateur, c'est pas quelque chose que tout le monde peut faire, hein. Ça demande quand même un certain skill. Voilà. Donc on demande beaucoup de nos gérants de site, et donc une énorme opportunité pour nous, c'est comment est-ce qu'on rend plus simple la vie du gérant de site, déjà. Si on peut lui épargner une partie de la tâche, pas tous, parce que ce contact humain, il est très important dans la formation, il restera toujours, mais comment est-ce qu'on l'aide? Donc là, par exemple, pour nos employés frontline, cette année, en mois de juin, on a testé des nouveaux supports digitaux pour eux, pour dire, écoutez, on va voir si ça marche, s'ils ont l'appétit d'utiliser leur propre téléphone, voire le téléphone du manager pour accéder aux formations, et vraiment de résultats très positifs, mais aussi le retour du site manager qui disent c'est chouette en fait, parce que j'avais plusieurs formats, j'avais pour ceux qui voulaient pas apprendre eux-mêmes, mais qui voulaient toujours la convivialité de revenir ensemble, ça je pouvais le faire, vous nous avez donné cet support, mais aussi pour ceux qui étaient plus digital, qui avaient une envie de contrôle et de gestion de leur propre développement, on pouvait le faire aussi. Donc on commence à faire des évolutions dans la façon dont on accompagne les gens, ce qui est très important. Et aussi, avec tous ces tests, on se rend compte, dans nos métiers, depuis des années, on dit qu'on a des challenges d'alphabétisation. Ça, c'est un mot qui n'est pas facile à dire. Et en fait, là, ce qu'on se rend compte quand on est sur une population de frontline, notre constat, il est mauvais. En fait, on a des populations très diverses, avec beaucoup d'immigration. Ce n'est pas une question de problème d'alphabétisation,
Mais c'est plus que le gars en France, il n'est pas français, il est polonais. En Angleterre, on a fait le test, on a 132 nationalités sur nos sites. Donc là, quand on peut délivrer les formations en 20 langues, ça veut dire que forcément la personne, il peut s'engager d'une manière totalement différente, qu'il apprenne différemment et c'est plus une question de compliance. C'est pas qu'il a coché la case. Merci. Il n'a pas coché la case. Il a vraiment pu acquérir quelque chose à travers les formations. Donc, on est vraiment avec le digital, ça nous donne des opportunités de tester des acquis qu'on a, des choses qu'on a dit depuis très longtemps et des contraintes qu'on s'est données qui sont pas forcément vraies en fait. Hein. Voilà. Ça répond à ta question ? Parfaitement. on voit la complexité des choses, effectivement. Une chose extrêmement importante, on en a parlé un peu plus tôt, c'est l'expérience apprenant. Cela se joue notamment sur la plateforme LMS, mais également sur le choix et la pertinence du contenu. Est-ce que vous avez chez Sodexo des exemples de ce qui a été mis en place, un petit peu pour étayer tout ça ? Ouais, alors j'ai parlé de l'exemple de moi ce week-end avec YouTube pour faire mes rideaux. Et là, c'est une question de personnalité, hein, donc mon expérience. Quand je suis arrivée chez Sodexo, bien sûr, j'ai fait un peu le tour de catalogue. J'ai fait le test, je me suis dit, quelle qualité, etc. Et ce que je me rends compte, c'est que Sodexo, comme beaucoup d'entreprises, à cette époque, c'était ce que j'appelle du lazy learning. Donc, c'est l'apprentissage paresseux. C'est là, je me mets derrière un ordinateur, j'appuie sur play, j'attends, voilà, je fais mon truc, mais je n'interagis pas avec le contenu. J'ai aucun souvenir à la fin de ce que j'ai fait, mais je peux dire que je l'ai fait. Alors, pour nous, c'est un point de départ qui est un challenge énorme. Donc, avec cette approche user experience, et encore une fois, la segmentation de nos populations, une connaissance de nos populations, et d'ailleurs, j'ai quelqu'un de mon équipe qui est dédié experience d'utilisateur, on commence à dire, OK, pour cette challenge, pour cette population, quelle est la contrainte, quelle est leur réalité, et comment est-ce qu'on y répond. Donc, première chose, et c'est pour tout le monde pareil, mais les micro-formations. Quand on est sur des gestes, un micro-formation, ça marche très bien. Tout comme les vidéos, les gens, ils apprécient ça. Ils peuvent le faire dans les 2 minutes qu'ils ont en pause café. Ils n'ont pas besoin d'aller en salle de formation pour le faire. Et ils ont beaucoup plus de contrôle. C'est entre leurs mains. Voilà, c'est très important. Donc, on fait beaucoup de micro-formations. On utilise beaucoup les supports vidéo aussi pour assurer que les sujets ne restent pas unidimensionnels. Il faut aussi créer cette connexion émotionnelle avec les gens, ce qui reste important. Et parfois, dans le learning digital, on peut le perdre. On devient un peu trop technique. Répétition espacée aussi. Et avec la technologie, on a des opportunités mais incroyables dans cette contexte. Parce que je regarde, c'est pas quelque chose qu'on utilise encore, mais j'ai hâte de l'utiliser, par exemple. Des outils qui se greffent au Skype for Business et qui peut voir que le collaborateur qui a complété sa formation il y a 2 semaines est disponible et que le chatbot intervient sur Skype pour lui dire « Écoute, comment ça va ? Est-ce que vous avez pu mettre en place ?» et qui continue un dialogue qu'avec une équipe petite, on ne peut pas faire. Donc, répétition espacée, c'est très important. On l'utilise beaucoup avec nos vendeurs aussi. Donc, l'esprit compétitif, ça peut aider. Donc, comment est-ce qu'on les aide à acquérir les compétences? Comment est-ce qu'on les rend plus confiantes par rapport à ce qu'ils ont pu faire? Donc, très important. On l'a parlé de nos challenges de nationalité, mais on a besoin de faire des traductions rapides. Donc là, on utilise les computer translation. Je ne sais pas comment dire en français, mais voilà. Mais aussi, on assure que chaque module de learning, il existe en multilingue. Ce n'est pas multiples éléments de learning, c'en est une. Moi, le consommateur, je décide si je le fais en français, polonais, espagnol. C'est mon choix et c'est un point de départ et c'est hyper important dans l'impact qu'on peut avoir. Et la dernière chose, et c'est quelque chose qu'on a commencé il y a 1 an, c'est qu'avec son métier, on a un nombre de services incroyable et chaque client est différente, chaque contrat est différent. Donc comment est-ce qu'on peut, avec la vitesse de changement dans notre écosystème, comment est-ce qu'on peut former les gens pour assurer la continuité de service, voilà. Donc là, c'est le langage de Tamsin. Je ne sais pas si ça marche partout, mais création de contenu démocratisé. Donc par là, je veux dire, on a fait le choix d'outils de création de learning qui sont conçus pour les experts internes. Donc là, quand je parle de changement de rôle pour nos équipes, ceux qui sont designers aujourd'hui, ils deviennent coach des experts internes. Et donc là, l'expert interne, il a accès à l'outil, il est guidé sur comment créer les objectifs de learning, vraiment comment créer une expérience et le bonne expérience.
Et ça nous permet d'aller 15 fois plus vite et ça nous coûte très peu, donc c'est très efficace. Et de ce qu'on a pu voir, ça crée vraiment un impact très positif. Et ça commence à créer un dialogue dans les deux sens entre les experts internes et leur population plus large. Donc voilà un peu quelques exemples de ce qu'on fait. Je crois qu'il y en a un autre. Oui, tout à fait. Vous avez eu notamment un très beau succès lors de la dernière édition de Roland-Garros. Vous pouvez nous en dire quelques mots? Ouais, je vais commencer par un caveat quand même, parce que la technologie, c'est incroyable. Ce qu'on peut faire maintenant, qu'on ne pouvait pas faire il y a 5 ans, c'est juste génial et les opportunités sont incroyables. Mais par contre, un petit bémol, c'est que c'est pas technologie à tout prix. Hein. Il faut vraiment, encore une fois, partir de l'expérience utilisateur pour choisir quelle est la bonne technologie. Donc là, je vous parle de réalité virtuelle, qui peut paraître comme super, ils ont fait du VR, c'est un peu le buzz. Mais non, là, c'était vraiment une solution adaptée aux problématiques. Donc là, Roland-Garros, par exemple, chaque été, pour la saison, on recrute un nombre incroyable de gens pour venir travailler sur nos sites. La sécurité de nos employés, c'est primordial. C'est vraiment important. On est dans des cuisines. On sait très bien qu'il y a 4 gros risques. C'est de se couper, c'est de glisser, c'est de se brûler. Voilà, il y a 4 risques qui sont énormes. Donc quand on mobilise une site comme Roland-Garros, on a très peu de temps à former le collaborateur. Donc on les forme, bien sûr, mais encore une fois, le rôle du manager est absolument crucial. Donc on ne peut pas sortir tous les employés du site pendant des jours pour les former sur comment faire X, Y, Z. Donc le manager doit jouer le rôle. Donc là, on a identifié que pour avoir le meilleur impact, le manager il devrait vraiment être en situation et vivre les risques du collaborateur lui-même. Et donc, on a identifié que le virtual reality, c'était la meilleure façon de le faire. Et donc la formation pour les managers, il a sa casque, il a les manettes pour qu'il fait les gestes qu'il ferait sur le site. Et tout au long, on le forme à coacher ses collaborateurs. Donc, il est là en situation, il vit les problèmes et il les coach. Donc, les résultats très positifs sur ces tests, et donc on le déploie plus largement dans le monde. Mais l'année où on a fait la thèse, donc c'est il y a 2 saisons, on avait 100% plus de collaborateurs que l'année précédente. On avait la moitié des accidents. Donc, quand même, un très bel résultat. On voyait aussi que l'engagement des collaborateurs sur cette approche, c'était très élevé. Et le taux de mémorisation versus un support classique, c'est plus 100%. Donc quand même, un très, très bon résultat et quelque chose qui est scalable et qui coûte finalement pas très cher. Mais voilà, bonne technologie pour la bonne problème. Très bien, parfait. C'est un très bel exemple d'expérience utilisateur innovante avec un impact fort sur le business, comme vient de le décrire Tamsin. On voit vraiment que vous placez l'apprenant au centre de votre approche et vous le faites en choisissant des contenus modernes, efficaces, mais également en facilitant et en soutenant la formation informelle. N'est-ce pas? Ouais. Pour moi, je pense que notre point de départ et par défaut, par le passé, c'était toujours bon, on fait une formation présentielle. Et j'ai toujours des clients internes qui viennent me voir en disant on a besoin de faire une formation 2 jours face-to-face. Je dis, ah bon, mais quel objectif qu'est-ce qu'on veut faire avec ça? Et pourquoi 2 jours? Ça vient d'où ça? Et en fait, là, ce qu'on pousse beaucoup plus, et on en parle depuis des années, blended learning. Comment est-ce qu'on prend une approche qui est beaucoup plus étalée dans le temps, qui permet aux gens en continuité de mettre en œuvre ce qu'ils ont appris. Donc le fameux 70-20-10, le 70 pour moi c'est une énorme préoccupation. Comment est-ce qu'on peut assurer que le temps de travail il est aussi très pertinent en développement? Donc nous on a mis en place un certain nombre d'actions pour essayer d'optimiser ces 70%. D'abord les programmes de mentoring, on démocratise, encore une fois mon mot, mais là on dit maintenant on ouvre les vannes, c'est pas que pour les talents, chacun a un besoin d'apprentissage et chacun a quelque chose qu'il peut apporter à l'autre. Donc comment est-ce qu'on crée les bonnes plateformes et les bonnes conditions pour que les gens puissent connecter avec un bon mentor et avoir cet apport de développement? Première chose. Deuxièmement, c'est, encore une fois, on a parlé un petit peu de ce space repetition et comment on peut le faire, mais aussi comment est-ce qu'on assure qu'en sortant d'une formation, on a tout de suite une mission à faire, qui est traquée, qui est évaluée et qui nous permet à nous d'identifier l'impact business. Voilà, et dernièrement, bien sûr, le Learning Management System, nous, on avait très peu investi dans notre système, donc on a dû faire un catch-up énorme là-dessus. Merci Tamsin.
En conclusion, parce que je vois qu'on est short sur le timing, vous avez une équipe L&D qui est vraiment en support du business et qui anticipe les évolutions tout en s'adaptant aux besoins d'une population très diverse. Vous avez chez Sodexo créé un dialogue continu avec vos apprenants et vos experts internes. Ouais, donc pour moi le plus important, première, c'est l'expérience utilisateur. Je l'ai répété plusieurs fois, donc voilà, plus important qu'il faut qu'on commence là. Deuxièmement, il faut qu'on ouvre l'écosystème. On doit être plus en contrôle, mais comment est-ce qu'on crée des conditions pour que tout le monde puisse contribuer à un écosystème de développement des collaborateurs. Un dialogue continu avec le business et le learner, et aussi se poser la question sur le Learning Management System. Par défaut, il ne doit pas forcément être premier point de contact pour le collaborateur. Même si ça rend notre vie plus compliquée en learning, encore une fois, si on pense à leur expérience, ça change par moment le positionnement de LMS. Voilà, donc quelques points clés pour moi. Donc très gros travail en continu sur le digital. On peut conclure comme ça. Merci beaucoup Tamsin. Merci pour ce témoignage et je laisse la place aux questions s'il y en a. Merci à tous les deux. Merci pour ce témoignage riche et très certainement à la fois concret et prospectif pour beaucoup d'entre nous. Donc, je vous propose de prendre la main et de poser quelques questions si vous en avez. Il nous reste 7-8 minutes pour cela. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui, madame? Je vais essayer de relayer si jamais. Bonjour, je voudrais savoir si vous aviez défini des modules obligatoires et des modules libres, en accès libre. J'ai compris qu'il y avait une playlist, etc. Et je voulais savoir comment vous incitez les personnes à passer du module obligatoire vers le module libre. C'est la question qui tue. Hein. Non, mais comme toute entreprise, on a besoin. Il y a des choses réglementaires qui doivent être faites par tout le monde. Mais la seule chose que je dirais là-dessus, c'est que il faut absolument jamais lancer un système de learning ou une stratégie de learning en commençant par là, parce que ça tue tout de suite. C'est pas une question d'expérience, c'est une question de cocher la case. Donc, on a effectivement cette double aspect, mais par contre, ce qui pour nous est quand même plutôt positif, c'est qu'on se rend compte que nous, en centrale, on se dit les questions obligatoires, c'est un peu, il faut les faire. On a fait beaucoup de travail pour les rendre plus ludiques, pour les rendre aussi synthétiques que possible. Et on se rend compte que pour les gens, quand on parle par exemple de harcèlement sexuel, j'ai du mal à dire le mot, les gens apprécient énormément le fait qu'on dise « non, je suis désolée, ce n'est pas négociable, c'est un sujet crucial pour notre culture et on y va ». Donc parfois on est surprise de la réaction des gens, mais oui, il ne faut absolument jamais lancer une stratégie de learning ou un système de learning par là, parce que sinon c'est perdu d'avance. Merci beaucoup. Moi, j'ai une question, Tamsin, puisque le thème de l'atelier, c'était la formation au service du business, et vous avez bien précisé que désormais, la formation, c'était d'abord répondre à des objectifs business. Comment vous mesurez derrière l'efficacité et le retour sur investissement? Ça dépend vraiment des sujets. Il y a des sujets où c'est hyper facile. Donc, quand on est sur les ventes, écoutez, voilà, on peut voir quel est le taux de convertissement avant et après. Voilà. Et là-dessus, on peut chiffrer très facilement. Quand on est sur des soft skills, écoutez, c'est plus compliqué. On peut, on peut regarder l'engagement, la retention, toutes ces choses-là. Moi, honnêtement, je trouve qu'on perd beaucoup de temps aujourd'hui à essayer de le faire, tandis que ce qu'on devrait peut-être faire, c'est d'investir dans la structure de la donnée pour que dans 2-3 ans, quand on a la maturité, on est beaucoup plus sur du big data, sur du prédictif. Donc, je pense que là, on a une opportunité, mais incroyable. Mais aujourd'hui, je pense qu'on dépense trop de temps à essayer d'évaluer et essayer de faire des corrélations, ou peut-être, en fait, on ferait mieux de ne pas le faire. C'est peut-être mauvais ce que je dis, mais bon. Autre question de la salle? Oui, plein. Est-ce qu'il y a un micro qui peut arriver jusque-là ou pas? Sinon, je vais faire l'hôtesse. Je fais ça très bien. Merci beaucoup. Lise Dohin, journaliste à Entreprise et Carrière, bonjour. Vous avez dit que pour le coaching, par exemple, vous aviez différents modules et que votre ambition, c'était de standardiser.
Ça m'intéresse beaucoup cette notion de globalité dans les politiques RH en général et dans la formation en particulier. Comment est-ce que vous avez fait, première question, et question subsidiaire, est-ce que vous vous êtes heurté à des différences culturelles, par exemple? Énorme. Merci. Alors, donc, première partie de la question, c'est dans l'exemple de coaching. Donc, je dis très simplement qu'on a 6 versions dans un région. Par contre, ces 6 versions, ils ciblaient tous la même population avec un même approche learning et même besoin. Donc là, je me dis réellement, il y a un problème d'efficacité. Par contre, ça ne me dérange pas qu'on peut avoir 4 versions de coaching, mais qui répondent à des populations différentes, qui ont des besoins d'apprendre différemment. Donc ça ne me dérange pas. Pour avoir une approche globale, pour nous, et je le dis assez souvent à mes équipes, globale, ça veut dire c'est la somme des régions en fait. Moi, je n'ai pas une énorme armée en centrale qui font tout, on le fait ensemble. Donc pour chaque programme, on travaille avec les différents pays, les différentes régions, et on le construit ensemble. Donc comme ça permet de représenter les différences culturelles dès le début, donc on les connaît. Ça permet d'avoir plus la voix du business pour pas qu'on soit fonctionnel. Voilà, deuxième chose. Et la troisième, quand même très important, c'est la gouvernance. Hein. Il faut avoir des bons processus, pas trop lourds, mais qui assurent que le intake d'un problématique business, on le comprend bien, on comprend quels sont les impacts, qui ça impacte, et donc quelle est la meilleure approche. Donc, gouvernance reste quand même très important, autant que la collaboration et la compréhension du besoin. Donc, j'espère que ça répond. Bonjour, Olivier Bascol, PSA, Sales et Marketing Academy. J'ai une question, vous avez parlé de démocratiser la production de contenu. Donc en fait, 2 questions sur ce sujet. Comment vous faites en termes pour faciliter la production et aussi la diffusion, sachant que je vois que vous appuyez sur le LMS Cornerstone, qui ne facilite pas forcément ça, mais donc comment faites-vous? Donc, de très bonnes questions. Donc, premièrement, on s'est limité sur la... Bon, on peut dire que tout le monde fait de la démocratisation. Ça veut dire qu'on a des experts internes qui se promènent avec leur PowerPoint et qui passent 3 heures à parler. Ce n'est pas du tout ce dont je parle. Donc nous, on a choisi un outil de création de learning digital. Et donc, les caractéristiques de cet outil, c'est un outil qui permet traduction rapide, mais qui aussi permet les gens d'accéder au contenu directement sur cette plateforme. Donc il y a double accès. Ceux qui sont sur site, par exemple, peuvent utiliser le URL et accéder directement au learning sans passer par un Learning Management System. Ceux qui sont dans l'écosystème de Learning Management System, ils accèdent via le Learning Management System. Et donc, une chose qu'on est en train de tester, je regarde mes équipes, mais c'est les playlists. Parce que aussi, je pense qu'il faut qu'on crée ce dialogue, ce côté social humain dans l'expérience. Donc, on a identifié les experts internes qui vont être honneurs des playlists pour qu'on les positionne et pour qu'ils commencent à être acteurs là-dessus. Donc, je pense que ça répond. On a à peu près, je crois qu'on est à 80 experts internes aujourd'hui qui travaillent actuellement sur la création de contenu. Donc, première test très positive en termes de vitesse de création et de proximité. Donc, voilà, je vous conseille d'essayer. C'est vraiment très, très positif. Oui, voilà. Merci. Peut-être une question complémentaire sur justement la reconnaissance ou la valorisation de ces experts. Est-ce que ça rentre dans leur rôle? Est-ce que ça rentre dans leur contrat de travail? Ils sont valorisés, rémunérés? Comment ça se passe, cette création plus ou moins spontanée? Donc, ils ne sont pas payés pour le faire, mais chez Sodexo, c'est une caractéristique que j'adore de cette entreprise, c'est qu'on ne peut pas être soit stratégique, soit opérationnel. D'accord? On a tous besoin de retrousser les manches et on s'y met. Voilà. Donc, pour ces gens, s'ils veulent faire avancer leur sujet, s'ils veulent faire avancer l'entreprise, voilà, ça fait partie de leur rôle. Mais par contre, la reconnaissance est très important. Qu'ils soient reconnus comme l'expert sur un certain sujet, ça, c'est important. Et avec tout ce qu'on a fait sur le Learning Management System, on a aussi mis en place tout ce qui est social rating, je ne sais pas comment dire, voilà, avec les étoiles et tout ça. Ça permet aussi à ces gens d'avoir du feedback direct sur leur sujet, la facilité d'apprendre, si la réalité opérationnelle marche, ou voilà. Donc, ça permet de créer une vraie discussion avec l'expert interne. Super. Tamsine, j'ai une dernière question pour vous. Vous êtes sûre que vous êtes vraiment anglaise? C'est très gentil, oui, je suis anglaise. On n'y croit pas une seconde. En tout cas, un grand merci Tamsine et Olivier pour votre témoignage. Merci beaucoup.